Bonsoir et bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Encore toujours un plaisir d'être avec vous. Nous allons parler aujourd'hui des discours de haine qui ne cessent, en tout cas, de trouver une place, notamment dans la région, et ce, 30 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Un génocide qui a emporté environ 1 million de victimes, un génocide qui a été reconnu par l'Organisation des Nations Unies, et aujourd'hui c'est un crime qui a été commis au Rwanda, mais comme on dit, c'est un crime des crimes dont les conséquences aujourd'hui se font encore ressentir 30 ans après, et notamment avec les discours de haine que l'on remarque que ce soit dans la région et même plus loin de la région. Nous allons comprendre justement les raisons qui font à ce qu'on puisse assister à ces discours de haine 30 ans après, et surtout qui sont les auteurs de ces discours de haine, et surtout les conséquences ou les répercussions de ces discours de haine dans cette région où notamment des conflits se font encore sentir, et des discours de haine et justement des crimes se commettent notamment dans la partie est de la RDC, et dont le Rwanda reste encore très inquiété. Et il y a des organisations non gouvernementales qui travaillent depuis de nombreuses années pour que ces discours de haine ne puissent pas trouver de place dans la société. Nous allons voir ce travail, les fruits que ce travail a apporté, et surtout quels sont les gaps qui reste à remplir. Dans nos studios, nous sommes avec Madame Daphrose Gauthier. Elle est membre et surtout cofondatrice du collectif des partis civils pour le Rwanda. C'est un collectif qui travaille depuis bien longtemps. Madame, bienvenue dans nos studios. Je vous remercie. Oui, je suis effectivement cofondatrice du collectif des partis civils pour le Rwanda. Cofondatrice du collectif des partis civils pour le Rwanda. Madame Daphrose, on doit dire que ça fait plus de 2 décennies que vous travaillez maintenant, et aujourd'hui, doit-on dire que vous êtes satisfait du travail que vous abattez sur le terrain? Écoutez, satisfaite, on n'est jamais complètement satisfait. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, le combat pour la justice et les procès que nous avons engagés depuis 10 ans, on les a tous gagnés. Donc c'est déjà beaucoup, et c'est bien, malgré parfois des difficultés, mais nous les avons gagnés. Avec nous également dans ce studio, nous sommes avec Maître Gatete Ruhumurizanyi Ngabo. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup. Maître, déjà l'intitulé de notre émission, 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, on assiste encore à des discours de haine. Est-ce que vous, déjà, vous comprenez que le monde n'est pas appris ou compris ce qui s'est passé au Rwanda? Oui, tout d'abord, il va falloir, si vous voulez savoir, pour nous demander si on est satisfait du travail de Madame Daphrose, il faudra nous demander à nous, pas à elle. On va vous dire ce qu'on en pense. On est très satisfait. Mais non, malheureusement, non. Vous savez, il y a un slogan, on dit plus jamais, never again. Le slogan de 45? C'est le slogan de 45. Après la Shoah? Après la Shoah, mais il y a eu le génocide des Tutsis, il y a eu des massacres au Sud-Soudan par les Janjaouides, il y a eu d'autres génocides. Je ne vais pas désobliger certaines personnes, mais il y a le génocide des Arméniens, par exemple, il y a maintenant les Rohingyas en Birmanie, mais surtout, les gens qui ont commis le génocide des Tutsis, les mêmes éléments sont en train de commettre. Le génocide des Tutsis, moi j'estime qu'il a été arrêté au Rwanda. Mais le génocide des Tutsis ne s'est jamais arrêté. Depuis 1994, enfin depuis 1959 si vous voulez, jusqu'à nos jours, le génocide des Tutsis ne s'est jamais arrêté. Madame Daphrose ici vous dira, et mes parents vous diront, et d'autres vous diront qu'ils ont quitté le Rwanda quand on était en train de tuer des Tutsis.
Ça, c'est en 1959. Le génocide contre les Tutsis qui s'est arrêté, c'est le génocide qui a été commis entre le 7 avril 1994 et le 4 juillet, si je ne m'abuse, 1994 au Rwanda. 100 jours. C'est le seul génocide des Tutsis qui s'est arrêté. Mais le génocide des Tutsis continue jusqu'à présent et ça va faire on va dire peut-être plus de 65 ans que le génocide des Tutsis perdure. Donc c'est pour vous dire que le slogan « Never Again » n'a jamais été accompli. Justement, vous avez parlé des Tutsis du Rwanda qui ont payé le gros prix en 1994. Vous avez dit que le génocide a traversé les âges, les crimes et surtout, aujourd'hui nous parlons des discours de haine. Il n'y a pas de crime et surtout, parmi les choses qui ont non seulement facilité, mais également permis à l'exécution du génocide. Tout est passé par des discours de haine, il y a eu une préparation, il y a eu des étapes. Mais aujourd'hui, si on doit parler de l'actualité, si le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda s'est arrêté, cela ne veut pas dire que les discours de haine se sont arrêtés, mais également des crimes des Tutsis, par exemple dans la partie est de la RDC, l'idéologie qui a traversé, mais surtout qui y a été sémée dans les chefs de certaines populations dans la région. Il y a des gens qui travaillent justement à ce propos. Depuis Bruxelles, nous sommes rejoints par Maître Bernard Mangan. Je ne sais pas s'il nous entend. Bonsoir, Maître. Maître, voilà, merci beaucoup de vous joindre à nous. Je ne sais pas si vous nous entendez très très bien. Maître, j'aimerais savoir, vous, aujourd'hui, vous travaillez justement pour la lutte et surtout la dénonciation des auteurs de discours de haine dans la région, mais également loin de la région, mais avec un impact sur la vie de nos populations dans la région. Maître, doit-on déjà savoir qui sont ces visages derrière ces discours de haine, mais surtout, quelles sont les motivations? Et, avant d'intervenir à cet égard, je voudrais faire une observation générale. Nous avons en effet discuté d'abord par les Banyuls et puis par la communauté Nord-Kivu et enfin par la communauté Emma. Nous avons constitué un collectif d'avocats basés à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à Bunia, et nous travaillons de façon totalement indépendante par rapport à tout pouvoir, par rapport à toute question politique. Notre enjeu pour nous, c'est de regarder les victimes, de recenser les crimes et de les porter à l'attention des autorités judiciaires. Les poursuites soient entamées. Ce que nous avons constaté concernant les discours de haine, c'est qu'au fond, les discours qui existaient et que nous avons connus personnellement dans les années 94 au Rwanda, mais nous en voyons la reproduction quasi fidèle dans des discours qui sont actuellement produits par des personnalités au Congo. Alors, ce qui a caractérisé ces discours, c'est qu'au début, ils étaient plutôt isolés, mais là, nous vivons maintenant une croissance très significative de ces discours, à la fois par le nombre d'auteurs, par le contenu de ceux-ci, de plus en plus violent, également par le fait qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire à ce jour et il n'y a pas de dénégation. Par exemple, si ces discours sont tenus par des
des éléments Wazalendo, même par des militants de la lucha. Il n'y a pas de répression de quelque ordre que ce soit. Nous avons repéré que les auteurs de discours étaient élus désormais au sein de la parlementaire congolaise. Maître, M. Pitakina est un peu symbolique du combat que nous menons, puisque ça fait maintenant plusieurs mois que nous avons dénoncé ces discours. Il les a répétés. Il a expliqué qu'il s'inspirait, et d'ailleurs, le propos de M. Onana s'appelle le Gobineau du Congo et de la RDC. Et le trône comme autorité publique. Je vous reviens. Donc, nous sommes particulièrement inquiets de ces discours de haine et de leurs répercussions dans les populations civiles. Et nous avons ressenti des dizaines de pays où des crimes sont commis sur les populations. C'est vrai. Et Maître Bernard Mengan dit quelque chose de très important. Ils sont inquiets. C'est un collectif des avocats qui travaillent justement pour dénoncer, sinon également mettre en justice les auteurs de ces discours. Madame Gauthier, lorsque vous travaillez pendant plus de 20 ans à traquer, à vouloir que justice soit faite, vous-même survivante du génocide des Tutsis, lorsque 30 ans après, l'innommable auquel vous avez survécu, vous voyez que des gens qui n'étaient pas actifs dans la politique à l'époque, qui étaient jeunes ou qui étaient vraiment loin des événements, qui puissent aujourd'hui être des fers de lance de tels discours, vous êtes déçus, vous vous dites que le travail que vous faites aujourd'hui, que vous avez mené depuis 2 années, ça tombe à l'eau ou que l'homme restera l'homme? Tout d'abord, je remercie Bernard Mengan et son collectif d'avocats pour vraiment le travail qu'il mène dans cette région du Kivu, donc dans l'est de la RDC. Sans ces actions en justice, je pense que on continuerait toujours à tuer, on continuerait toujours à propager la haine et à rester constamment impuni sans que personne n'agisse. Et vraiment, on peut saluer l'action de ce collectif d'avocats qui est énorme, parce que le travail de justice est déjà énorme. Alors, vous en savez quelque chose, vous? Oui, alors pour nous, bien sûr, la justice participe justement à enrayer et à modifier et à inverser le discours de haine. La justice participe contre le négationnisme, parce qu'une fois que l'accusé est condamné, évidemment, c'est une satisfaction puisqu'il est reconnu coupable et tous les faits qui lui sont reprochés sont reconnus publiquement au cours d'une cour d'assises. Alors, il faut dire aussi que le discours au Rwanda a toujours tué. Dès 1959, on en a eu des discours et des discours. Il y a des plus célèbres que d'autres. Il y a eu Kayibanda, le premier président de la République. Il y a eu le président Habyarimana aussi. On peut trouver tout ça. Je ne suis pas du tout spécialiste sur cette question du négationnisme, mais je constate comme vous et moi. Et ensuite, 1994, réellement, le discours de la radio-télévision d'Émile Coline et la RTLM a été une arme du crime. Il faut le dire haut et fort. Si la RTLM n'avait pas émis dès 1993, dans cette montée de la violence de ce discours, je pense même que peut-être, même si le génocide était très 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 bien organisé,
Tout de même, il n'aurait peut-être pas pris l'ampleur qu'il a pris jusqu'au fin fond des collines, jusqu'au fin fond des lacs, si je peux me permettre. Là, donc, vous insistez sur la force de la parole qui tue, mais également la parole qui peut guérir. Gatete, vous êtes jeune, oui, c'est vrai, Oui. déjà, vous êtes trop jeune. Et à la fois par rapport à Maître Bernard Menguin, mais également à Madame Dafroze, vous êtes parmi les heureux qui bénéficient du bienfait des nouvelles technologies de l'information. On parle de la radio des 1000 collines, mais à l'heure des nouvelles technologies de l'information passe vite. Et c'est comme ça aussi que les discours de haine arrivent à destination vite. Est-ce qu'on ne doit pas dire également que les discours de haine ont trouvé presque des vecteurs qui leur permettent d'atteindre les victimes, mais également des potentiels bourreaux aussi facilement? Bon, alors le problème qui se trouve, malheureusement, les gens qui subissent les génocides sont généralement des minorités. Il y a rarement des génocides commis sur les majorités par les minorités. Généralement, c'est les minorités qui subissent des génocides. Et c'est vrai dans la réalité des victimes, mais c'est aussi vrai sur les réseaux sociaux. Malheureusement, comme vous dites que je suis un heureux bénéficiaire des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, la radio, télévision des 1000 collines, RTLM et les médias de la haine en général ont migré aux médias sociaux maintenant. Ah, c'est ça. Donc nous avons des nouveaux ou des nouvelles radios des 1000 collines. Nous avons 1 million. Avant, il y avait une seule radio des 1000 collines qui pouvait émettre de Tiangougou à, disons, à Niagatare. Maintenant, nous avons 1 million, voire 100 millions de radios des 1000 collines qui émettent de l'Afrique à l'Australie. Donc, ce n'est pas, évidemment, avec ma petite voix, nos petites voix, nous essayons de démêler tout cela, mais ce n'est pas évident, par exemple, dans cette situation où les discours de haine, l'idéologie génocidaire est devenu le métier, la mission primordiale de l'État congolais et des peuples congolais. En fait, mais vous avez un génocide partout, il se commet avec la Mais là, vous n'allez pas dire que c'est tout un peuple qui est derrière. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Vous connaissez, vous savez, donc, quelques détails. D'abord, je dois... Maître Menguin, avec qui je travaille, moi, personnellement, sur certains dossiers, mais aussi sur ces dossiers-ci, est en train de faire un travail très important, d'autant plus important que c'est un travail qui documente. Ce qui est très important, c'est que Menguin documente tous les actes de manière systématique, de manière régulière. Il documente chaque incident, chaque acte. Il n'est pas dans l'émotion. Vous dites qu'il n'est pas dans l'émotion, c'est des faits. Il n'y a personne qui est dans l'émotion dans cette histoire. Nous sommes tous en train de travailler de manière professionnelle. Non, ce que je suis en train de dire, parce que lorsqu'on interprète, parce que parmi les discours qu'on entend, les discours de haine, bien évidemment, on dit, écoutez, est-ce que lorsqu'on dénonce ces discours de haine, est-ce que ce ne sont pas des fabrications? Est-ce que les gens qui dénoncent ça ont-ils des preuves pour étayer leurs allégations, leurs dénonciations? Alors, si vous regardez le travail, vous avez tout à l'heure demandé à propos de la justice, donc je vais répondre à cette question-là. Avocat que vous êtes. Donc, si vous regardez le travail du TPIR, il a évolué avec l'accès à l'information et aux preuves. Donc, au début, vous savez, au TPIR, la première question, je vais faire ça vite, première question qui se pose, que les avocats de la défense, ça signifie les avocats qui défendent des génocidaires présumés, disent, mais il n'y a pas d'ethnie au Rwanda. Comme les Rwandais vous le diront, ils n'ont pas d'ethnie. Donc, dans la définition du génocide, il manque le caractère ethnique du groupe visé. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu génocide parce qu'il n'y a pas d'ethnie au Rwanda. Les Tutsis et les Hutus, des classes sociales, etc. Cela a été le plaidoirie au début des procès. Maintenant, avec les preuves qui sont venues, qui ont montré notamment des cartes d'identité où il est écrit noir sur blanc, ethnie Tutsi, avec des discriminations, des quotas dans les universités, dans les institutions, etc., il a été établi que les Tutsis les Tutsis étaient considérés effectivement au Rwanda comme une ethnie de fait.
et de droit et de politique, de manière politico-sociale, économique, c'était une ethnie. Donc cela est établi, alors maintenant, cette question-là est réglée. Ça, c'est les débuts du TPIR. Deuxième élément du TPIR, c'est quoi? Il n'y a pas eu de génocide. Parce que pour qu'il y ait un génocide, c'est pour qu'on puisse tuer. Ils disent qu'il y a eu une sorte de, comment ils disaient ça, folie populaire, ou etc., vengeance populaire, ou etc. Et puis tout le monde, les ethnies s'entretuaient. Et puis, plus le tribunal pénal international pour le Rwanda avance, et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la note judiciaire du TPIR qui est très importante, très influente, qui explique que à partir du 7 juillet, un groupe de gens de l'ethnie Tutsi ont été tués parce qu'ils faisaient partie, parce qu'ils étaient identifiés comme tels, et qu'ils ont été tués exclusivement, ils étaient visés comme ethnie. Et puis le tribunal dit que ce jugement serve de jurisprudence ou en tout cas de décision générale sur les prochains procès. Cette question ne fera plus objet de débat. Après, ils disent quelque chose de très important. Ils reconnaissent, ils disent, le tribunal est capable de prendre ce genre de décision. Le tribunal s'est senti suffisamment outillé, après avoir collecté suffisamment de preuves pour arriver à un tel jugement. Oui. Donc, Maître Mengan, qu'est-ce qu'il fait? Et son collectif, et d'autres gens, je connais quelques groupes, qu'est-ce qu'ils font? Ils documentent tout ce qu'ils mettent la main, chaque incident, chaque élément, chaque crime, chaque personne tuée, chaque personne mangée. C'est ce qui est... Malheureusement, on assiste à ça. Chaque personne, etc. Et puis les discours de haine, tous ces éléments sont en train d'être documentés systématiquement. Et même s'il ne gagne pas les procès aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'opportunité judiciaire de poursuivre des politiciens congolais, le jour viendra. Mais quand ce jour viendra, les personnes qui ont commis ces actions vont nier ces actions. Parce que nous savons comment ça fonctionne. Quand ce jour viendra, les personnes qui ont appelé les gens à la haine, les personnes qui ont appelé les gens à tuer les Tutsis, vont nier ces éléments. C'est ce jour-là que nous allons amener ces documents qui ont été collectés de manière systématique par des groupes, notamment par les Menguins et d'autres, et leurs collectifs et d'autres groupes. Et puis nous allons présenter cela devant un tribunal international, parce que ce tribunal-là existera. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous regardez les réseaux sociaux, les Congolais vont vous dire « c'est le Rwanda qui tue au Congo ». Il n'y a aucun Rwandais qui tue au Congo. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accusation en miroir. Mais ils ont beau dire les Rwandais tuent au Congo, ce n'est pas grave. Ils peuvent gagner la guerre médiatique immédiate, mais ils ne peuvent pas documenter de manière systématique avec des preuves tangibles pour substantier, pour prouver leurs allégations. Tandis que dans l'autre sens, tous les mots qui ont été dits, par exemple, le gouvernement peut dire ce n'est pas notre faute, c'est la faute à la population. Mais maintenant, nous avons des éléments qui montrent des politiciens représentant le gouvernement qui appellent à la haine, au massacre des Tutsis et qui sont promus dans leurs fonctions. Un monsieur comme Bitakwira était un citoyen, un populiste lambda. Il vient d'être nommé parlementaire au Parlement congolais alors qu'il a fait des discours de la haine ouvertement. Nommé, élu, mais en tout cas, quand vous commettez ce qu'on appelle un crime contre l'humanité, ce qu'il a fait, normalement, on devrait perdre son éligibilité. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, pour conclure, c'est que le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, même si les gens sont découragés à cause des images que nous voyons tout le temps, ce que nous sommes en train de faire, évidemment, quand il y a eu génocide des Tutsis, pourquoi est-ce que on ne pouvait pas punir les génocidaires à cette époque-là? Parce qu'ils étaient soutenus par la communauté internationale, le gouvernement génocidaire. Aujourd'hui, le gouvernement génocidaire congolais, qui arme les génocidaires pour tuer des Tutsis, est soutenu par la communauté internationale. Mais cela ne va pas perdurer, cela ne va pas demeurer. Il y aura un jour pour rendre compte. Et c'est ce jour-là que le dossier qui est en train d'être construit aujourd'hui
fera son travail. Mais malheureusement, dans l'entretemps, des vies humaines sont en train d'être perdues. C'est une force pour la région. Madame Dafroze, Gatete a dit quelque chose de très important. Il y a eu 45, le Never Again, le plus jamais, après la Shoah. Est-ce que 94, lorsqu'on parle déjà, on va dans la définition du génocide et surtout la position des Nations Unies par rapport à cette question, c'est que c'est un crime qui ne regarde pas seulement le pays ou la région où le crime a été commis. Ça, c'est quelque chose qui doit alerter l'humanité tout entière. Est-ce que 30 ans après, lorsque, par exemple, vous voyez des images qui vous rappellent la période 94 au Rwanda, vous voyez ça ailleurs dans la région avec les mêmes discours de haine, vous vous dites que le Rwanda n'a pas été assez un cas d'école pour le monde? Vous savez, le génocide des Arméniens a été commis en 1915. Aujourd'hui, l'État turc ne l'a toujours pas reconnu. Donc, nous, on en parle, mais l'État qui l'a commis, qui l'a facilité, ne le reconnaît toujours pas. Et personne n'a été poursuivi. Bien sûr, personne n'a été poursuivi, personne. Les faits sont documentés pourtant. Bon, n'ont peut-être pas été suffisamment consignés, mais le génocide, vraiment des Arméniens, n'est toujours pas reconnu par l'État turc. La Shoah. La Shoah, aujourd'hui, il y a des négateurs de la Shoah. Ce n'est pas parce que les faits sont documentés, qu'il y a eu des procès, le procès Eichmann, le procès Barbie, évidemment Nuremberg, parce que je passe très vite. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, il y a des personnes qui nient la chambre à gaz. Les chambres à gaz, il y en a des personnes aujourd'hui qui disent qu'ils n'ont pas existé. Évidemment, c'est répréhensible, mais ceci étant dit, le génocide, en fait, il est vraiment nié dans toute sa racine dès le départ par ceux-là même qui le commettent ou qui l'ont commis. Je passe très très vite, le génocide des Tutsis, il est toujours aussi nié, même si c'est un fait, on ne peut plus revenir là-dessus. Le TPIR a créé, enfin les Nations Unies ont créé le tribunal international pour le Rwanda le 8 novembre en 1994, et en consignant, on a consigné ce fait même que le génocide a été accompli, c'était une façon de le reconnaître très très rapidement. Hein, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres génocides d'ailleurs. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, le génocide des Tutsis est toujours, il y a des négateurs qu'il faut combattre, c'est un combat de tous les jours. Vous les jeunes qui êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez mieux que nous. Il est nié. Il voit pire, en tout cas. Il voit pire, en tout cas. Pas mieux. Pas pire. Il voit pire. Pas pire non plus, parce que nous sommes vivants au moins. Non, mais il y a tellement d'exemples de cette négation. Nous, on le voit à travers les procès. Quand M. Simbikangwa, il y a 10 ans, au cours du procès, il vous dit « Je ne suis pas sorti, je n'ai pas vu de cadavre. Le seul cadavre que j'ai vu, c'est à Nyamirambo, c'est celui du FPR. » Voilà ce qu'on entend dans les tribunaux. Un témoin est venu lui parler des massacres des Bagogwe, en lui disant, voilà, les faits ont été documentés, il y a eu des commissions de la FIDH, Commission internationale des droits de l'homme, qui s'est rendue sur place chez un bourgmestre où il y avait une fosse commune. On parle de ça à M. Simbikangwa, vous savez ce qu'il répond? Il dit non, il n'y avait pas de cadavre, il y a eu tout juste 2 bébés. C'est juste. C'est pour vous dire, cette négation-là qui fait mal aux victimes, qui continue dans les tribunaux. Je peux vous en citer des exemples, et le dernier en date, le dernier procès de M. Sosen, du docteur Munyemana, il a été jusqu'à nier son meilleur ami qui était M. Kambanda. Il a dit, il n'a jamais L'ancien venu Premier ministre. L'ancien Premier ministre, c'était vraiment son ami, son intime, on peut le dire. Mais comme il était, le discours de haine et le discours négationniste faisaient partie, son parti, le MDR Pawa, eh bien, il a nié son ami, M. Kambanda, disant qu'il l'a connu, mais un petit peu, ils se sont frôlés à peine. Voilà, vous voyez ce qu'on entend, mais il y a des exemples, sont effarants. Le négationnisme, c'est quelque chose qui fait très très mal aux victimes, à tout le monde, parce que c'est un
crime contre l'humanité. Et pour les jeunes aujourd'hui, vous et tous les autres qui pratiquez vraiment les réseaux sociaux, c'était un combat qu'il faut mener sans relâche à tout moment, à toute minute, parce qu'ils ont absolument une longueur d'avance, si ce n'est plusieurs longueurs d'avance. Parce qu'on a l'impression qu'on est toujours en train de courir après eux, parce qu'eux, ils ont 10 000 pas avant nous, si ce n'est 10 000 kilomètres. Et nous, on court après. Pourquoi on court après? Parce qu'on ne peut pas anticiper, en fait. On ne peut pas anticiper un génocide. On ne peut pas anticiper le discours de haine. On ne peut pas anticiper ce qu'ils vont dire. Donc, on est obligé, en fait, de retourner dans ce qu'ils sont en train de faire pour en parler, pour dire non, on n'est pas d'accord. Mais pendant qu'on le fait, ils sont en train de fabriquer autre chose. Vous voyez, c'est un combat sans fin. Ce qui est terrible dans cette histoire. Oh, mais Gatete, vous dites, j'aimerais peut-être vous allez rebondir. Il y a, par exemple, vous connaissez bien le Congo, vous suivez de près, par exemple, ce qui se passe dans la partie où des rwandophones également sont victimes aujourd'hui, notamment des rwandophones Tutsis qui sont victimes des crimes. En tout cas, il y a toute une documentation autour qui montre que tout laisse à croire qu'il y a un génocide. Ce n'est pas un début de génocide systématique qui se passe dans cette partie du Congo. Parfois, on entend des discours, genre à Kinshasa ou ailleurs même dans la diaspora congolaise, on dit ça c'est un agenda de Kigali. C'est Kigali qui essaie de se faire passer pour l'avocat de la communauté rwandophone dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que déjà, en matière de droit, le Rwanda aujourd'hui est-il mieux placé, par exemple, de pointer du doigt, de dénoncer le mal comme celui-là? Déjà, le gouvernement rwandais qui est en place aujourd'hui, le parti qui est au pouvoir aujourd'hui, est un parti légitime dans ces questions-là. C'est le seul parti au monde qui a stoppé un génocide. D'une part. Mais d'autre part, je suis très... Son mérite ne serait pas, par hasard aussi... il ne serait pas, par exemple, si je dois vous relancer, victime de son mérite? Oui. Alors, le problème, moi, je suis complètement bouleversé par le fait que c'est comme si ces dernières années, nous avons l'idéologie du génocide. Si vous m'aviez demandé il y a peut-être 10 ans, je vous aurais dit qu'il va être défait. Mais avant, il était pratiqué par une poignée de gens. Aujourd'hui, il est pratiqué par un État de 120 millions d'habitants. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, en fait, la situation est arrivée à un point en République démocratique du Congo où il va prendre encore 50 ans au moins, voire plus, pour enlever l'idéologie génocidaire de la RDC. Parce que je vous donne un exemple. Il y a une image publiée par un journaliste congolais qui montre une jeune femme en train de manifester à Paris avec un écriteau qui relate une histoire d'une personne victime de crimes à caractère génocidaire. Et puis la personne-là est une personne d'ethnie Emma. Emma signifiant, Ima signifie donc des gens qui sont assimilés à des Tutsis au nord du Kivu, dans la province qu'on appelle l'Ituri. Et vous avez une jeune femme de la partie de Kinshasa ou je ne sais d'où. De l'Ouest. De l'Ouest, qui prend le message, enfin le témoignage d'une victime, Emma, et qui écrit en dessous, qui écrit même le nom de la victime, pour vous montrer à quel point, en fait, si vous lisez le nom de la victime, normalement, si vous connaissez votre propre pays, ça peut vous dire déjà que c'est en fait un rwandophone, cette personne. Mais la femme-là ne se rend pas compte. En fait, le nom indiquait que cette personne est Emma, en fait. Mais le témoignage est aussi en vidéo, c'est un témoignage connu qui a été fait devant des autorités congolaises. Alors, cette jeune Congolaise qui est basée en Europe prend la victime des actions commises par une milice pro-gouvernementale
qui s'appelle Codeco, et écrit en dessous témoignage d'un rescapé du M23. Cette photo, elle dit ce qu'elle dit. 90% des Congolais qui sont en train de dire que le Rwanda tue ne se posent pas la question, il tue qui, il tue quand. Il y a des gens qui ont fait un fonds de commerce en RDC, le fait de dire aux Congolais que les M23 tuent des personnes. Par exemple, moi-même, je me suis rendu à Kichiché, vous le savez, parce que la MONUSCO avait dit que les M23 avaient tué 100 personnes, le gouvernement a dit 300, les ONG ont dit 400. Vous savez, au Congo, ça monte comme aux enchères. Quand je me suis rendu à Kichiché, je me suis aperçu avec témoignages qui sont publics, que j'ai rendus publics dans un rapport. Dans un rapport. Il y a eu 8 morts. 8 morts qui ont été pris dans des échanges de coups de feu entre les M23 et les Maï-Maï. 8 morts. Moi, je me suis rendu sur place. Maintenant, il se trouve que 90% des rapports publiés au Congo sur les massacres, l'interview est conduite, les personnes qui donnent les informations sont eux-mêmes des génocidaires ou leurs sympathisants. Donc, vous voyez, par exemple, moi j'étais, par exemple, il y a un autre incident intéressant. Je me suis rendu à un village dans le Rutshuru. J'ai demandé à une jeune femme, qu'est-ce que vous faites ici? Elle a dit, donc, moi je suis de Kichiché justement. Je dis, mais où est votre famille? Elle dit, moi, ma famille est là, mais mes 2 frères ne sont plus. J'ai dit, mais où est-ce qu'ils sont? Ils ont été tués. Ils ont été tués par qui? Elle me dit, ils ont été tués par le M23. Ok. Les M23 sont là. C'est une zone contrôlée par le M23. Elle me dit, mes frères, j'ai ça sur vidéo. J'ai publié cette vidéo. Ensuite, je dis, oh, désolé, je m'excuse de la prendre. Après, je pose une question à un jeune garçon qui n'est pas le porte-parole du M23, qui n'est pas le chef du M23, qui est un garçon de 20 ans, un militaire vraiment très bas. Je lui pose la question, je lui dis, mais quand on était là au marché, cette femme-là le dit en plein jour au marché. Donc, il y a 1000 personnes à côté de nous. Il me dit, le jeune militaire me dit, mais si nous avons tué ses frères et que nous croyons que c'était un témoin gênant, pourquoi on ne l'a pas tué elle? Si on était des tueurs, oserait-elle nous accuser devant toi? Pourquoi nous avons choisi ses frères et laissé les autres jeunes hommes qui étaient là? C'est un jeune de 20 ans qui me dit ça. Et puis il me dit, le M23 ne tue pas les civils. Cette femme-là, ses frères, c'était des combattants. Ses frères, c'était des combattants. Il me dit ça en Kinyarwanda, parce que, tu sais, dans toute la zone, c'est des rwandophones. Il me dit, Ninherahamwe. On a tué ses frères en plein combat. Ses frères, chaque fois que vous entendez, chaque fois que les gens sont en train de boire et de faire des défilés avec des armes à feu, ils s'appellent Wazalendo. Quand ils meurent, ils deviennent civils, innocents, tués par le M23. Donc, en fait, il y a aussi ce souci-là. Donc, il a dit, c'est cet amalgame qui est créé entre donc, Wazalendo, c'est qui? Ce sont des civils. Ce ne sont pas des militaires. Des civils armés. Mais en droit international humanitaire, ça s'appelle des combattants. Ouais. Les combattants, on a le droit. Tu sais, la guerre est une inversion de valeur. Normalement, on ne doit pas tuer. Mais dans cette situation-ci, on tue. Mais on tue dans les droits, dans les règles du droit international. Un combattant avec une arme, on peut se battre avec lui. Il n'est plus protégé par le droit international humanitaire. J'aimerais bien peut-être, si la technique nous le permet, de reprendre une fois de plus Maître Bernard Mangan, s'il est là avec nous. Maître, vous êtes là? Agir sur ce qui... Maître, j'aimerais savoir qui s'est créée dans la région. Il y a une théorie d'un empire Ima qui également serait également à la base de certaines positions qu'on observe et certains discours de haine justement de dire ok, on doit se protéger contre un empire qui vient nous envahir. Tout à l'heure, Gatete parlait du génocide qu'on remarque toujours, c'est toujours la minorité qui est victime de génocide. Mais est-ce que vous comprenez la peur ou les peurs des gens qui disent qu'il y a un empire Ima Tutsi, qu'il faut à tout prix
combattre, qu'il faut à tout prix dénoncer, il faut prendre le devant. Je me place du point de vue juridique. La répression d'un risque d'emprisonnement n'existe pas en droit. Par contre, laissez-moi vous lire quelques textes. Monsieur Mandevou écrit « Les Tutsis congolais n'existent pas. Nous allons les brûler comme des viandes boucanées. Ils doivent retourner au Rwanda. » Monsieur Safari Arnold écrit « On n'a pas à justifier au Canada, vivre au Rwanda ou être calciné au Congo. » Le même écrit « Il y a un temps pour tout. Notre tolérance a atteint ses limites. La fin des caprices des petits a sonné. On va vous servir les événements de 1994. » Monsieur Samombo écrit « Nous les encourageons d'exterminer tous les Tutsis au Congo-Kinshasa. Opération Zéro Tutsi en marche. » Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui est protégé? La question, c'est de protéger la vie humaine, quel que soit le trait social, le trait identitaire, la couleur de la peau, la pseudo-ethnie ou non-ethnie, la localisation. Les discours de haine ne sont pas des discours qui visent à conquérir idéologiquement une vie apaisée, dans le respect des personnes humaines. Ce sont des discours qui visent à la destruction des autres. Qu'est-ce que notre collectif dit par rapport à cela? Nous pensons que ces discours de haine sont susceptibles d'être réprimés aujourd'hui au regard des droits politiques congolais. Nous rappelons que les autorités jusqu'à présent n'ont pas encore réclamé. Nous espérons qu'elles vont se faire. Nous l'espérons très sincèrement. Et si ça ne se fait pas, c'est la raison pour laquelle nous faisons les mêmes dossiers à tout le plan international. Si on va plus loin dans la réflexion, je pense que l'enjeu qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si les États de la région peuvent s'entendre sur un système législatif commun de répression des discours de haine et des attitudes de haine ethnique. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'à l'instigation de l'Union africaine, des systèmes législatifs similaires soient adoptés dans les États concernés par ce problème, et qu'en même temps, des répressions effectives interviennent. Parce que si M. Bouteflika n'est pas convoqué, si les personnes qui ont tenu les propos que vous avez entendus, des propos atroces, c'est les mêmes propos qui ont justifié que des gens se retrouvent devant le tribunal pénal international à Arusha il y a quelques années. Si rien n'est fait, là il y a un vrai problème pour la loi. À cela, j'ajouterai une chose, et pour continuer sur mon propos, si on veut vraiment travailler à une vie apaisée, respectueuse de l'être humain, où on sort, on tire finalement ce cycle de violence qui se reproduit, parce que c'est ça qu'on assiste. On assiste à une reproduction de violence qui date depuis des décennies et qui sont toujours présents, non éradiqués dans la région. Il y a aussi un travail sur l'éducation à faire. Il faut, à un moment donné, cette communauté internationale, étant toujours pouvoir régler les problèmes, investissent massivement, mais quand je dis massivement, c'est vraiment massivement, dans les écoles, dans l'éducation, dans l'aide aux parents, que chaque enfant dans la région comprenne
que son avenir et l'avenir régional, c'est dans le respect de chaque être humain, de chaque communauté, et qu'il y ait un dialogue à construire, n'a strictement rien à voir avec ce que je vous ai décrit. Ce que je vous ai décrit, c'est une politique d'éradication ethnique. Ça n'a rien à voir avec la théorie de l'empirima, ça n'a rien à voir avec tous les imaginaires concernant la supériorité des tout, etc. Nous le connaissons partout. Il faut en sortir, il faut revenir aux faits, à leur qualification. Il faut un travail collectif pour recréer des conditions à terme. Malheureusement que à ce moment-là, mais je crois que le travail que nous faisons est continuer à se du respect entre les êtres humains et l'éradication des cycles de violence que nous avons connus. En tout cas, merci Maître Bernard Minguin. On aura en tout cas essayé de comprendre le gros de votre message et on s'excuse aujourd'hui pour la qualité de la connexion parce qu'on a du mal vraiment à avoir le son parfait. Vous savez, l'impossible nul n'est tenu, mais on a vraiment entendu le plus important. Madame, après ce que Maître Bernard Minguin dit, c'est vrai, il est avocat, il est dans son métier, mais en même temps, il produit un travail pas loin de ce que vous faites, pour que, en tout cas, c'est dans le souci de voir la justice prendre le dessus sur tout ça, le discours de haine, et surtout prévenir le mal dans l'avenir. Gatete a parlé des rapports. Maître Minguin nous présente aussi l'avenir, surtout la région idéale, entre guillemets, qu'il aimerait voir. Est-ce que tout ça, la communauté internationale qu'il vient d'évoquer, a-t-elle les oreilles pour entendre ça, les yeux pour lire ces rapports et surtout le courage de faire quelque chose? Vous savez, la communauté internationale, c'est une espèce de flou. On ne sait pas ce que c'est. On sait ce que c'est, mais en même temps, on ne sait pas ce que c'est. Quand on en a besoin... C'est fort ça, ce que vous dites, madame. Quand on en a besoin, on ne sait pas où elle est, cette espèce de communauté internationale. Elle était bien au Rwanda, n'est-ce pas, en 1994. C'est la grande absente de 1994. Oui. C'est une espèce de nébuleuse, on ne sait pas quand elle doit être là pour secourir les Népalans, quand elle doit être là pour affirmer des choses, pour établir les faits, pour vraiment protéger les populations, parce qu'elle aurait pu protéger les Rwandais en 1994, entre autres. Et d'ailleurs, le Kivu ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si les FDLR n'avaient pas traversé la frontière et avaient continué cette espèce de milice, de guerre, je ne sais pas comment dire, moi je suis toujours en colère en fait. Donc la communauté internationale, j'allais dire, oubliez. Commencez vous les jeunes à vraiment gagner cette guerre contre la désinformation. S'il vous plaît, la désinformation tue aussi. Il faut vraiment commencer à dire qu'est-ce qui se passe dans le Kivu. Parce que on a vraiment des grands médias, chez nous c'est l'AFP, c'est des grands quotidiens, mais quand vous lisez des articles, je ne sais pas qui comprend en fait. Personne... Lorsque vous dites au monde ce qui se passe réellement dans le Kivu, est-ce que Gatete et Maître Minguin, ils le disaient clairement, il y a des rapports avec preuves à l'appui. Maître Bernard Minguin, c'est depuis Bruxelles qu'il intervient. Vous-même, madame, vous faites votre travail, le gros de votre travail à Paris et en France. Vous parlez à des institutions, les institutions européennes, par exemple, Gatete. Tout ça, c'est des rapports qu'ils reçoivent. Vous savez, ils ont énormément de force, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans quel langage cela doit être exprimé, madame? Eh bien, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas entendre, encore une fois. Ils ont plusieurs longueurs d'avance sur nous. Quels rapports qui sont consultés aujourd'hui? Les Nations Unies, vous savez, le rapport de Human Rights Watch, n'est-ce pas? Pour ne parler que d'eux, c'est ces rapports-là qui sont consultés. Et par
cette dite communauté internationale, par ces 10 journalistes, par tout, c'est vraiment là où tout le monde va puiser. Et Dieu sait si c'est des rapports très très biaisés. Eh ben, Gatete parlait de Kichiché, je n'arrive pas à le dire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu. Mais une fois que le mal est fait, il peut toujours y aller, il peut bien expliquer les faits, mais qui c'est qu'il a entendu en fait? Si nous on le dit, on va dire, bah oui, bah de toute façon, ceux-là, c'est des militants, ils sont pro-Kagame, ils sont pro-Tutsi, ils sont ceci ou cela. On est complètement ridiculisé. Mais je crois que vraiment, ce qu'il faut, c'est de gagner cette guerre contre la désinformation, aller auprès des journalistes, aller auprès de ces grands quotidiens, aller voir cette dite communauté internationale, leur dire voilà ce qui se passe, il faut qu'on soit entendu. Je ne vois pas, je ne peux pas dire autre chose, parce que nous, on a beau le dire, on n'est pas entendu. Par contre, ce que fait Bernard Menguin et ses camarades, ils établissent des faits, ils y vont dans des tribunaux. Ça, je pense qu'à la longue, comme tu disais, ça va peut-être, ça va marcher un jour. Mais dans l'immédiat, réellement, il faut déjà poser les faits, les dire et aller quasi faire du lobby auprès de ceux qui peuvent les diffuser. Et les dire comme il faut. Gatete, vous avez 1 minute 30 peut-être pour terminer. Vous avez été jusqu'aux Nations Unies, vous avez été voir des gens importants qui ont un mot à dire par rapport aux droits de la personne. Il n'y a personne au monde, comme j'ai 1 minute et demie, il n'y a personne au monde qui... Les Tutsis, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est ce que vous avez ramené de New York. Je vais vous donner une petite... Vous avez été à New York, c'est ce que vous avez conclu? Oui, c'est ce que je sais. C'est ce que j'ai conclu, c'est ce que je conclus maintenant. Les Tutsis, on s'en fout. Le monde entier s'en fout. Avant, aujourd'hui et demain. Il va falloir trouver une autre façon d'exister. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, pourquoi? après ce constat? Parce que je suis venu ici d'ailleurs pour passer un petit message, mais maintenant, il ne faut pas que le temps passe sans que je le passe. Donc d'abord, je vais vous dire une anecdote. Donc il y a une il y a une femme américaine qui était ici pendant le génocide. Elle est américaine, citoyenne américaine, noire américaine, qui était au Rwanda pendant le génocide. Après le génocide, elle a survécu ici, on a failli la tuer en la prenant pour une Tutsi. Elle a dit, en tout cas d'après elle, après le génocide, elle a circulé partout où elle est passée en faisant des témoignages sur comment elle a survécu au génocide des Tutsis. Elle américaine. Américaine. Après, récemment, comme c'est une femme qui dit oui, moi j'ai travaillé pour les droits de la personne après avoir survécu au génocide perpétré contre les Tutsis. Après, elle a été nommée représentante des États-Unis aux Nations Unies. Elle a commencé à nier l'existence du génocide des Tutsis. Donc si vous pensez que c'est parce que les gens ne connaissent pas la vérité qu'ils agissent comme ils agissent, vous vous trompez parce que les gens connaissent très bien la vérité, ils agissent comme ça par cynisme. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, je suis venu passer un message justement, le suivant. L'Union africaine a ce qu'ils appellent une commission de paix et sécurité. Donnez-moi 1 minute. 30 secondes. Une commission de paix et sécurité. Cette commission a été mise en place par le président Kagame. Cette commission, la personne qui a collecté des fonds pour renflouer cette commission s'appelle Donat Kaberuka. Tous deux des gens qui sont membres du parti qui a arrêté le génocide des Tutsis, n'est-ce pas? Cette commission-là vient de donner l'argent que Kaberuka a cherché et la même commission vient de donner mandat à un groupe de militaires sud-africains tanzaniens et malawites pour qu'ils aillent combattre le M23 en République démocratique du Congo. Pourquoi combattre le M23? Parce que le M23 est un mouvement qui clame pour le droit des Tutsis. Mais les Tutsis ne sont pas des citoyens, ce sont des citoyens de nulle part. Ils ne sont pas, les Congolais disent qu'ils ne sont pas Congolais, au Rwanda on disait qu'ils n'étaient pas Rwandais, mais ce sont des citoyens aliens venus de je ne sais où, qui sont venus coloniser les pauvres peuples de la région de l'Afrique centrale. Donc il faut les tuer, les combattre, etc. Et l'Union africaine, qui est dirigée par Moussa Faki, qui comprend très bien cette histoire, vient d'avaliser cette mission pour aller combattre ces genres de personnes. Donc si vous me dites que le problème c'est l'information, alors vous vous trompez. Ils ont l'information, ils ont les rapports.
Mais si je vous comprends bien, il y a un agenda bien précis et qui est en train d'être avancé. En tout cas, ça, c'est une question qu'on va suivre de près et surtout dans les prochains jours. On va continuer les débats là-dessus, les discours de haine. On insiste à ça et on espère qu'on aura le temps dans l'avenir. Bientôt, on va passer l'antenne à autre chose. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Madame Dafros Gauthier du collectif des partis civils pour le Rwanda, Maître Gatete. Désolé pour le temps, mais on aura à d'autres occasions pour vous entendre et surtout lire vos rapports et en savoir un peu plus. À Maître Bernard Mengan depuis Bruxelles, merci beaucoup et également pour son intervention. Merci à Pacifique Rukundo et toutes les équipes au niveau de la régie. L'émission, c'est Majuscule Propos. Au revoir et à la prochaine.